Alors bonjour Ah, Noël, j'espère que salut tu vas Stéphane. bien. Je suis, Eh oui, je suis content de pouvoir faire cette interview-là avec toi, parler de tes nouvelles affaires. Donc avant de commencer, euh, que tu me fasses une brève présentation en fait de qui tu es, en fait. Si tu devais te ok. présenter. Ouais, oui, 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 tout à fait. Donc, écoute, c'est intéressant parce que je vais me présenter de la façon dont je me sens et je suis aujourd'hui, actuellement, je dirais. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps été un peu à contre-courant. D'accord? J'ai fait, puis même ma carrière professionnelle, j'ai fait toute ma carrière un peu à contre-courant, tu sais, pas toujours en accord avec ces grands technocrates de la gestion, tu sais, qui ont des vieilles recettes depuis toujours, qui viennent en te disant ah oui, oui, moi je sais ce qu'il faut faire parce que je l'ai déjà fait dans le passé, etc. Et moi j'ai tout le temps été à contre-courant, voire en opposition avec ces gens-là, parce que, parce que moi j'ai jamais fait autre chose que suivre mon intuition. J'étais pas tout le temps convaincu, j'avais pas la preuve, la démonstration que les décisions que je prenais ou ce que j'allais faire allait fonctionner. Mais je savais en moi que c'est ça qu'il fallait faire. Et t'imagines bien que ce troublion que je suis fait que tu es dans un système dans lequel les gens, eux, ils s'attendent à des démonstrations, des hypothèses, des, des méthodologies renseignées, commentées, de données, de data, etc., qui fait que les gens sont rassurés, sont convaincus que ça va être fait. Donc voilà, moi je suis un peu à contre-courant. Je suis quelqu'un qui depuis toujours dit, regarde, c'est mon intuition là, et puis voilà mes convictions, mon intuition, j'y vais. Là, si vous n'en voulez pas, c'est pas grave. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Et en termes de carrière, là, t'en es où? C'est un peu comme ça. En termes de carrière, t'en es où? T'es passé par différentes boîtes, en fait, quelles étaient en fait tes différentes fonctions généralement en entreprise? Et ben, mes différentes fonctions, j'ai été pas mal en haute direction, vice-président, directeur général. Je suis encore actuellement d'ailleurs vice-président, mais je quitte au 30 novembre. Et j'ai été aussi géré des OBNL. Je suis encore président d'une fondation pour les animaux de compagnie, sur la survie, la protection des animaux de compagnie. Et voilà un peu mon parcours. Mais dans mon parcours, il y a une chose que j'aime raconter qui est intéressante, c'est j'ai commencé en fait à l'armée. En fait, j'ai tenté une carrière à l'armée. J'ai fait une école de pilotage dans l'armée de l'air. Et c'est intéressant parce que c'est ma première expérience où j'ai ressenti que j'avais rien à faire là. Mais ressenti réellement. Dans le sens où mon grand-père était pilote de chasse. Mon grand-père est un homme qui a compté pour moi. Et c'est un homme qui a remplacé mon père quasiment. Et étant pilote de chasse, quand est venu le temps de l'armée, parce que Stéphane, tu sais qu'en France, l'armée était obligatoire, hein, il fallait faire un an d'armée. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire à l'armée? Tout le monde disait, on perd son temps. Et ben moi, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être le moment de tenter, peut-être que je pourrais être pilote de chasse. Donc j'ai passé le concours, je l'ai réussi, puis j'ai appris qu'il fallait signer un contrat de 10 ans, mais si tu échouais à un examen, tu pouvais résilier ton contrat. Bon, je me suis dit, bah, si vraiment ça me plaît pas, échouer, c'est du domaine du possible. Donc, je me suis retrouvé à l'armée. Et puis, je crois que j'ai fait ça pour mon grand-père, tu sais, pour marcher dans ses traces, pour aussi gagner sa fierté. Et en fait, un jour, durant un cours, il y a un instructeur qui a arrivé, vous êtes élite de la nation. Alors déjà, messieurs, il y avait deux dames au fond de du cours. Là, il y avait deux dames, les deux premières. J'ai été dans la première formation des deux premières femmes pilotes en France en 1986. Et donc, vous êtes l'élite de la nation. Et moi, naïvement, là, mais je lui ai répondu, j'ai dit, mais j'ai une question pour vous. En quoi je devrais me sentir comme l'élite de la nation alors que j'ai l'impression que quand je prends un avion, j'ai des mécanos, j'ai des aiguilleurs du ciel, j'ai des gens comme ça qui, je ne sais pas qui est l'élite, mais j'ai l'impression que sans tous ces gens-là,
je- j'aurais assez peur de prendre un avion, tu sais, de voler dans les airs, etc. Et c'est ça. Puis la personne m'a dit, ben là, s'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de mécanicien. Ouais, j'avoue que il m'a perdu en fait. C'est ça. Donc là, j'ai dit non, ça va pas le faire. Donc ben, j'ai échoué un examen, c'est pas de chance. J'ai échoué un examen, il me restait 2 mois à faire, donc j'ai fini à Orange et puis j'ai piloté d'ailleurs un Mirage F1 en double commande, là. Mais voilà, c'est ça. Ça, c'est ma première expérience où justement, je ne sais pas pourquoi j'étais venu là, en réalité, sûrement pour des raisons rationnelles, je ne sais pas, mais je sais pourquoi je l'ai quitté. Ton histoire sur l'élite, là, ça me fait penser à la vacuité dans le bouddhisme. La vacuité, l'un des principes de la vacuité, c'est l'interdépendance. C'est le fait qu'il n'y a personne qui existe par lui-même, en fait. On est tous. Moi, pour que j'existe, faut que j'ai du sang, faut que je respire, etc. Faut que mes parents me mettent au monde, faut que. Il y a plein de il faut que pour qu'on dise Stéphane existe, en fait. Donc la notion d'élite, en effet, dans le bouddhisme, vraiment, ça n'a absolument aucun sens, parce qu'on est tous interdépendants, en fait. Mais ouais, c'est très contraire. On est encore dans des entreprises très pyramidales. On est quand même dans. Il y a l'élite, et puis il y a moins l'élite, etc. On est encore dans ces paradigmes-là, hein. Ah, complètement, mais ça a été un des éléments déclencheurs de l'armée. Parce que l'armée, non seulement c'est hiérarchique, mais en plus, c'est avec l'ancienneté que tu évolues. Il n'y a pas de mérite, il n'y a rien du tout là. Tu sais, quand tu passes la barre des 10 ans, 15 ans, là, tu sais, il faut que tu as passé les grades. Tu peux redescendre à cause d'une grossière erreur, mais tu peux pas monter parce que tu performes plus, d'accord? Sauf les derniers grades, comme généraux, si tu veux, tout le monde ne passe pas général, mais sinon, c'est des carrières. Donc, c'est inintéressant, effectivement. Puis, il y a le culte. C'est sûr, tu sais, à l'armée, tu as le général. Après, tu as le colonel, tu sais. Donc, il y a le culte de tout ça. Donc, ça a été une des raisons, mais dans les entreprises, c'est vraiment flagrant. C'est vraiment flagrant. Puis, j'aime beaucoup ce que tu me dis sur la vacuité parce que dans les entreprises, on le vit aussi. Tu sais, il y a toujours cette réflexion où s'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas de production parce que personne ne vend le produit, mais s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de vendeur, c'est stérile, on s'en fout. Non, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est comme si chacun voulait essayer de tirer la couverture à lui pour se sentir plus important que les autres. Bon, je sais pas, ça s'appelle l'ego, sans doute, je sais pas. Je vois pas l'intérêt. En fait, je vois pas l'intérêt. Pourquoi? Hormis se laisser embarquer dans l'ego, je vois pas l'intérêt de ça. En tout cas, c'est bien souvent le cas et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas cultivé. Moi, dans mes équipes, je considère tout le monde comme un membre de l'équipe à part entière et tout le monde doit s'entraider les uns les autres. Tout le monde se comporte de la même façon. Alors, c'est sûr, des fois, il y a des décisions à prendre. Et quand il y a des décisions, ben, c'est sûr qu'il y a l'ultime recours. Mais j'avoue que le fait d'avoir des responsabilités, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'imputabilité, me donne beaucoup plus de devoirs que de droits et me donne plus de poids que de légèreté. Quoi. C'est parce que tes décisions, elles impactent les autres l'équipe. Donc, sur une décision, tu peux chambouler l'équipe, tu peux bouleverser. Donc, moi, ça m'amène pas besoin de crier haut et fort, c'est moi qui décide, tu vois. Je le sais, puis je le fais assez souvent. Alors Noël, c'est quoi ton actualité? Quels sont tes Mon actuel, projets? ouais, mes projets, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je quitte au 30 novembre. Ma fonction de vice-président. Là, j'avais en charge le marketing, les TI, l'innovation, le développement des affaires. Enfin, j'avais pas mal de choses sur les épaules qui étaient un peu lourdes. Donc, j'ai décidé d'arrêter et j'ai justement décidé de me concentrer sur quelque chose qui me fait vibrer, qui me fait vibrer. Et c'est justement cette nouvelle approche que, selon moi, les entreprises doivent avoir. Et n'ont pas réalisé en fait que d'énormes changements de paradigme se sont produits ou vont se produire encore. Et aujourd'hui, j'ai envie justement pas de faire, j'ai pas envie de faire du bien à l'entreprise, faire grandir, non, j'ai plus envie. J'ai envie d'être moi, c'est-à-dire que j'ai envie de, de faire rayonner ma vision, mes convictions, tout ce que j'ai en fait réalisé, tout ce que j'ai fait dans ma vie, dans ma carrière, la façon dont je l'ai fait, ben aujourd'hui, j'ai envie de le partager, de le communiquer au monde parce que
je pense que ce que j'ai fait était basé sur la vibration, sur la résonance, sur comment je m'écoutais et comment je suivais mes intuitions, mon aspiration. Et aujourd'hui, c'est pour moi, c'est important de dire que c'est possible. Et au-delà de ça, je pense que on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce que trop de gens s'ennuient dans les entreprises, trop de gens quittent les entreprises. On a vu des millions de personnes quitter après la Covid, pas revenir en tout cas. Euh, je pense que c'est un enjeu fondamental pour l'entreprise de rompre avec ces vieilles recettes d'hier, tu sais, qui ne règlent pas les problèmes d'aujourd'hui. J'ai une phrase qui me vient en tête, c'est en fait, il faut rompre avec les fréquences d'hier qui n'arrivent pas à résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Parce que c'est une question, je pense, de fréquence. Donc, c'est quoi la vibration? C'est quoi la vibration pour toi? La vibration, c'est quelque chose que tu ressens dans une interaction, dans une réflexion, parce que tu peux la ressentir seul, tu n'es pas obligé d'être avec du monde, mais c'est quelque chose que tu ressens comme une apparition d'un moment de génie. Tu sais, c'est quelque chose qui se passe où tu sens que il se passe quelque chose, que ce que tu viens de faire, de penser, de dire ou d'entendre est en train de s'expansionner comme, mon Dieu, mais il se passe quelque chose, là, puis ça t'ouvre des perspectives, ça t'ouvre la vision, tu es en train de te dire, ah ouais, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. C'est comme quelque chose qui a un espèce de bouleversement, un peu local, qui trouve le domaine de l'incroyable. Et la vibration, c'est ça, c'est que c'est pas une réflexion qui arrive à quelque chose. Alors, une réflexion peut arriver à une vibration, mais c'est une vibration, c'est quelque chose, c'est un instant, c'est un moment où je considère, selon ma vision, que je me suis connecté à mon feu sacré, mon feu intérieur. Quelle est la différence que tu fais entre la vibration et l'inspiration? Bah, S'il y en a une, hein. c'est une bonne question, je ne sais pas s'il y en a, mais la vibration, peut-être que c'est une expression de l'inspiration ou de l'intuition. Peut-être s'il y a un lien, je ne sais pas. Je dirais ça parce que la vibration, c'est un ressenti. C'est un ressenti, c'est un phénomène que tu peux sentir par des... Moi, je peux avoir mes poils qui se dressent, là. Mhm. Je peux penser à un concept, avoir une discussion avec quelqu'un, les poils qui se dressent, je dis, ah waouh, mes yeux s'écarquillent, là, je sens quelque chose, là, comme le feu, ça part, là. Donc, c'est une expression, en fait, de, ça peut être une expression de l'intuition, moi, je dirais, avec un alignement. Alors, l'intuition, c'est quelque chose de... C'est pas quelque chose d'évident parce que avoir... les intuitions, je pense qu'on en a tous. Mais être capable de les ressentir, de les accepter et de comprendre, d'en accepter l'importance aussi, et puis de suivre ses intuitions, ça amène quelque chose. Donc je pense qu'il y a un chemin entre l'intuition et la capacité de l'entendre, de l'écouter et de lui permettre, en fait, de lui donner une place qui est avant le cerveau, avant le mental. Et je crois que c'est ça. Quand tu chopes ton intuition, et là, tu sens et tu la vis. Et ben, c'est peut-être que la vibration, c'est vivre son intuition. C'est le vécu de l'intuition, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Incarner son intuition, la suivre, la vivre, vivre son intuition. Ouais, la vivre. La vivre. Tu la sens, tu la vis, parce que tu l'embarques, tu l'appropries, puis tu le fais rebondir, puis tu pars là-dessus. Tu sais, l'intuition, c'est toutes ces choses-là. Tu sais, ça nous est tous arrivé de nous dire, j'aurais pas dû faire ça, je le savais. Et on l'a fait. Tu sais, on le sait. Pourquoi? Et ça, on ne pouvait pas l'expliquer. Et puis si tu l'expliques à des gens, tu dis je savais, j'aurais pas dû le recruter, mais pourquoi tu l'as recruté? Ben, je l'ai recruté parce que j'ai cru que c'était le bon, parce que je me suis laissé embarquer dans il a tous les diplômes, il a tati, il a fait ceci, il a fait cela, donc c'est la bonne personne. Mais mon intuition disait non. Et je pense que l'enjeu pour moi, c'est de plus me dire un jour, je le savais et je ne l'ai pas fait. C'est Donc là, pour incarner cette intuition-là, la vibration,
Tu as créé une entreprise qui s'appelle, c'est quoi son nom? Oui, je suis en train de créer tout ça, effectivement. Ça s'appelle Être Vibrato. Et donc, quel est le problème que résout ton entreprise? Le problème que j'y résous, alors je vais te dire un truc. Je sais pas si ça va régler un problème ou si ça règle des problèmes, mais je m'en fous. Moi, j'ai une intuition là-dessus. Je peux te dire si tu veux, hein. Je peux te dire, Mais oui, si, oui, si je avec peux. plaisir, mais avant ça, je vais te dire, je m'en fous. Je m'en fous parce que mon objectif, c'est pas de régler les problèmes. Mon objectif, Mhm. ce que je veux, moi, au travers de ce que je veux vivre et ce que je veux être, c'est vibrer, d'abord vibrer au travers de ce que je fais parce que mon intuition me dit que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, je vais le faire. Et je veux pouvoir faire vibrer d'autres personnes autour de moi et je veux pouvoir raisonner avec des gens qui me, me demanderont leur aide. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Qui c'est pas vendront le mal rêve, ça. j'ai pas compris l'expression. Ouais, qui demanderont de l'aide. Tu sais, qui se sentiront alignés, qui diront par exemple, oui, Ah, c'est bien ce que tu dis, tu as raison, comment on fait? Voilà, voilà comment on pourrait faire, on peut en parler. ouais, mais Donc c'est ça. comment ça se passe concrètement? Tu accompagnes des gens à se reconnecter à leur intuition, à vivre de Ouais. leur intuition, des groupes, des individus? Comment ça se passe? Oui, alors comment ça se passe? Alors, premièrement, effectivement, je suis en train de construire des conférences, des ateliers, des tas de choses, etc. Là. Alors, Mhm. qu'est-ce que je vais être capable de proposer à quelqu'un qui me dirait, waouh, j'ai des problèmes dans mon entreprise ou je veux avancer là-dessus. Ça peut être un gestionnaire, ça peut être plein de types de personnes, un dirigeant, un créateur, un futur créateur, peu importe. Mais déjà, effectivement, moi je pense que l'enjeu, c'est de bien comprendre et d'intégrer l'enjeu justement de la vibration, comme tu l'as donné, tu sais, c'est de l'intuition, l'inspiration, toutes ces choses-là sont des choses extrêmement importantes. Pour moi, c'est fondamental. On est passé à côté de quelque chose, on s'est empêché, ou en tout cas on a perdu une connexion avec quelque chose. Il faut se reconnecter à ça. Donc pour moi, la première chose, c'est effectivement d'amener la personne qui a cette intuition-là, qu'il faut faire quelque chose, à bien réorganiser, si tu veux, le mental, l'intuition, l'inspiration. Là, tu sais, pour moi, il y a une espèce de hiérarchie dans tout ça. Quand tu es face à un enjeu, à un problème ou quoi que ce soit, tu as ton cerveau qui écoute, lui, puis ton cerveau, il écoute pour répondre. Il t'amène une solution. Le cerveau, il est vite hein, là-dessus. Il t'amène une solution. La solution qu'il t'amène, c'est forcément une solution que tu connais, que tu sais, ou que tu as déjà fait. D'accord? Le cerveau, là, il amène aucune créativité. Là. Et là, les gens embarquent souvent là-dedans. Tu sais, ok, parfait. Donc, si là, ils sont convaincus, ah ben moi, je pense qu'il faut faire ça. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait. Ah, qu'est-ce que ça a donné? Ça a fonctionné. Parfait. Donc, les gens sont convaincus. Donc, la première chose pour moi, c'est de les reconnecter à leur intuition. C'est-à-dire de dire, ton cerveau est là, oui, super, c'est fantastique, c'est un outil incroyable, le cerveau. Merci pour ta réponse, merci, etc. Et moi, je vais me reconnecter à mon intuition, puis je vais aller chercher au-delà. Parce que l'intuition, elle va répondre, elle va chercher à comprendre. L'intuition, elle, non. L'intuition ne cherche pas. L'intuition, elle sait. Alors que le cerveau, lui, veut savoir. Donc, il veut répondre. Mhm. C'est pour ça que, si tu veux, c'est se reconnecter justement à son intuition, son feu sacré, vibrer à nouveau, puis calmer un peu le cerveau. Merci pour ta réponse. Puis je vais me connecter à mon inspiration, mon intuition pour justement avoir quelque chose qui est plus juste. Parce que pour moi, l'enjeu, c'est pas que ce soit vrai ou vérifiable ou démontré. Il faut que la solution soit juste. Et la justesse de la solution vient de quelque chose de beaucoup plus profond que juste le cerveau, je pense. Qu'est-ce qui, selon toi, empêche les gens de se connecter à leur intuition? Oh, ce sont ce que, globalement, ce sont des croyances limitantes. Ce sont des croyances limitantes parce que on vit, on s'élève, on grandit, on est éduqué, si tu veux, au travers de croyances. Et ces croyances nous amènent
dans la rationalité et le matériel, et etc. Donc, c'est toutes ces croyances limitantes avec lesquelles on grandit et on se pose jamais la question, ce en quoi je crois, est-ce que j'ai vraiment décidé d'y croire? Est-ce que j'ai hérité de cette croyance? Est-ce que c'est vraiment, tu vois, ces éléments-là. Et je te dis ça parce qu'un jour, mon fils me l'a dit. Moi, un jour, mon fils m'a dit, je veux faire une année de césure. Il était à l'université. Et il me dit, je veux faire une année de césure parce que j'ai envie de lire énormément de choses, les plus grands écrivains, philosophes, etc. etc. J'ai envie de lire. Et il s'était fait un programme de, je ne sais plus, 12 000 pages, peu importe. En un an, il voulait lire ça parce qu'il dit, je ne sais pas si, par exemple, les opinions politiques, est-ce que c'est mes opinions politiques ou c'est ceux que j'ai hérités de toi? D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense comme tout le monde que Karl Marx, est un mauvais gars parce qu'il était communiste? Ou est-ce que parce que je connais pas Karl Marx, mais tout le monde en parle. Et il a dit: «Moi, je veux me cultiver, je veux lire, je veux apprendre pour me faire mes propres opinions et me construire mes propres croyances». J'ai trouvé ça fantastique et je pense que c'est ça l'enjeu. Pour répondre à ta question, l'enjeu, c'est les croyances parce que on est enfermé dans des croyances limitantes et ces croyances ne t'amènent pas dans la vibration, l'aspiration, l'intuition, etc. Non, non, il faut raisonner. Il faut raisonner. On est victime du raisonnement et de la démonstration. On est victime de ça. Ah, tout à l'heure, on parlait des problèmes que ton entreprise, l'être vibrato pouvait résoudre. Bon, tu me disais que c'était Oui, pas trop ton truc, la problématique, pas forcément ton objectif premier, mais moi, je peux t'en donner, là, moi, que je pense que quand je t'écoute, l'ennui, le bore-out, ils appellent ça bore-out, je crois, les Américains, là. L'ennui en burn-out, oui. entreprise. Là, il y a le burn, puis il y a le bore. Le bore-out, c'est l'effet inverse. Tu te fais chier OK. d'une force. C'est tellement plat. Il y a des livres qui sont écrits là-dessus. Ouais, ouais, C'est mais oui, mais oui, mais oui. plate. L'entreprise est un monde complètement mort. T'as juste des procédures, t'as des gens, et plus elle grossit l'entreprise, plus elle rentre là-dedans. Quand elle est petite, il y a une dynamique, il y a quelque chose. Quand elle atteint une Ouais, ouais. certaine taille, c'est comme une machine administrative en fait. Il n'y a plus aucune créativité, plus aucune vie. Ta seule motivation, c'est de grimper dans l'entreprise, gagner plus d'argent, d'avoir plus de responsabilités. Mais même ça, c'est plate. C'est plate. L'entreprise est profondément plate. Donc, adresser le bore-out, tu peux pas, il faudrait que tu regardes les chiffres, mais le bore-out en entreprise, c'est un phénomène. Il y a le burn-out, il y a le bore-out. Il y a des livres là-dessus. C'est terrible. Tu te fais chier, mais d'une force incroyable. Et tu te fais d'autant plus chier que dans les entreprises, tu as beaucoup, tu sais, tu as les réunions maintenant, comme on est beaucoup en hybride, tu as beaucoup de réunions, les Teams, etc. Donc, on allume les caméras, il y a beaucoup de gens. Ou bien ou bien les réunions, genre les comités, on va rassembler tous les employés d'une VP et puis etc. pour essayer du team building et puis on est heureux, etc. Tu constates à quel point tout est faux en fait. Même les anniversaires, joyeux anniversaire, tout événement, ah, c'est super. On force le bonheur, mais il n'y est pas en fait. On l'invente, on sait qu'on se fait chier. Donc on crée tout un espèce d'univers pour essayer de que l'entreprise c'est magnifique. Non, c'est plate en fait. Donc Mais le bonheur, il est, excuse-moi, je rebondis, mais le bonheur, ce dont tu parles là, c'est un élément effectivement que j'ai étudié avec pas mal d'intérêt et aujourd'hui, la pression que les entreprises mettent par rapport au bonheur, ok, déclenche du stress, de la culpabilité et des burn-out. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, on mesure quasiment le bonheur dans une entreprise par le nombre de sourires. Il faut sourire, souriez, soyez heureux, souriez. Sourire sont moins en moins naturels. Et ça, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, le bonheur, il y a des éléments comme ça qui sont dans l'entreprise avec bonne intention. Hein, ils savent qu'il faut adresser, etc. Sauf qu'ils ne savent pas comment faire, ils le font mal et ça a des effets inverses. Et le bonheur en fait partie. Le bonheur, aujourd'hui, pour moi, tu le mesures sûrement pas, si tu veux, au nombre de sourires. Tu peux le mesurer éventuellement au sourire que tu déclenches, mais pas au sourire que tu affiches. Mais
ça, c'est un des éléments qui, pour moi, me paraît fondamental, sur lequel j'ai une approche, en tout cas. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de choses. Donc oui, tu pensais à ça, tu pensais à quoi d'autre? Donc, je parlais donc là, adresser la problématique de l'ennui et qui passe donc ramener de l'inspiration. Les gens, ils vont au boulot pour aller vite, on va dire sans leur âme. Leur âme reste à la maison, ils y vont comme des petits robots en fait. Donc, ils vibrent pas. Parce qu'il fait vibrer ce feu sacré, il reste à la maison. Il n'est pas sollicité dans le monde de l'entreprise. On sollicite des skills, un savoir-faire, un savoir-être qui est plus de l'ordre du savoir-paraître, qui n'est pas du tout un savoir-être, un véritable être Ouais. incarné, aligné, qui arrive, une vraie posture, un vrai charisme. Non, le charisme est réservé vraiment aux top, top, top dirigeants qui peuvent, eux, doivent incarner quelque chose. Mais tout le reste, non. Euh, donc, beaucoup dans le paraître. donc, donc, adresser la problématique de l'ennui, l'inspiration et la motivation. Ah bah, Non, définitivement. une motivation qui soit autre que moi, si pour retenir mes employés, la seule motivation que j'ai, c'est le salaire. Et puis, au bout d'un moment, c'était très limité. Tu as le salaire et puis tu as le poste qui doit monter. Il doit monter en grade, sinon il se casse. Ah, Parce que tu le tiens pas, le gars ou la dame. Tu les tiens pas. Tu les tiens non. par du paraître. Et puis, c'est un concours de paraître. Euh, mais on a ce phénomène partout. Dans le paraître, comme les vacances tout organisées ou dans le paraître, tu es censé être heureux, mais tu te fais chier en vacances, en fait. Parce qu'elles sont fake, tes vacances. Tu as poursuivi une image du bonheur. L'image du bonheur, c'est pas le bonheur. Là. La seule chose qui rend heureux, c'est quand ton âme elle vibre. Et c'est ça que tu viens adresser. C'est réveiller l'âme des gens au boulot. Pourquoi le boulot devrait être un endroit plate? On fait que de la monnaie et puis non, ça rend pas heureux. À un moment, le but, c'est un peu quand même qu'on se sente bien. On passe Mais, l'essentiel de notre vie au boulot. ah non, mais c'est fondamental ce que tu dis. Puis j'ai plein d'insights, de solutions et de choses de points aussi, parce que tout au long de ma carrière, tu imagines que j'en ai vu des choses, hein. Il y a plein de choses que je peux adresser, mais c'est pas, quand je te disais tout à l'heure, c'est pas mon but ultime. Mon but ultime, c'est vraiment de, de vibrer avec des gens puis de les faire avancer dans leur vibration. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Le sens, tu sais, il y a un autre élément. Le sens. On dit que les gens veulent du sens dans leur travail. Mais personne se lève le matin en disant oh là là, je veux du sens dans mon travail. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Le sens, là, ce qu'ils appellent le sens. En réalité, si tu vas chercher dans ton intuition, ton inspiration, le sens, tu le rattaches encore à la vibration. Si je vibre et que ce que je fais compte et nourrit quelque chose de plus grand, là, ça a du sens. D'accord. Et c'est là où on n'aborde pas le sens de la bonne façon. Non, les gens pensent effectivement, comme tu disais tout à l'heure, qu'on paye plus cher, on donne plus d'avantages sociaux, on est dans la course du toujours un peu plus pour arriver à encore moins. D'accord. Je prends souvent un exemple pour illustrer ce que tu viens de dire et puis ce avec quoi je suis d'accord. Tu sais, la première voiture que j'ai eue, c'était une 4L. Tu sais, elle avait les vitres à la main là, sur le côté, là, tu sais. Elle avait même pas des vitres qui se tournaient, là. Elle avait, écoute, c'était vraiment une voiture, j'avais payé ça une misère parce que j'avais pas les moyens, c'était la première voiture. Elle avait une roue de travers, il fallait que je contre-braque, là, c'était très drôle. Et puis un jour, tu achètes une voiture plus grande, mais j'étais le roi du monde. J'étais le roi du monde avec cette voiture. Tu sais, on avait de la liberté, on y allait, etc. Puis après, tu achètes une autre voiture. Ah, une voiture qui a des vitres électriques. Oh, rupture, là, tu sais. Et puis, tu avances comme ça, puis aujourd'hui, là, j'ai une Tesla toute automatique, vitre électrique, etc., etc. Je ne profite, je n'ai pas de bonheur à vivre mes vitres électriques. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de bonheur à vivre la conduite accompagnée, j'ai pas de bonheur à toute la technologie, tout ce qu'elle m'amène, le confort de cette voiture qui, c'est même plus une climatisation, là, c'est une régulation qui anticipe même, enfin, tout ça pour dire que plus tu montes dans le matériel et dans le confort matériel ou dans la taille du matériel par le salaire, la maison, le machin, etc., plus tu tombes dans une spirale où tu as besoin de toujours plus. Parce que une fois que tu t'habitues à quelque chose, à un standard, ben, tu n'es plus heureux. Ça peut te faire plaisir. Tu es au travail, on te propose 50 000 d'augmentation, ben, tu te dis, ben là, waouh, c'est bon. Mais tu vas t'habituer à tes 50 000, ton train de Mhm. vie ton train de vie va s'aligner là-dessus. Tu vas vite acheter une maison plus grande, une voiture plus grande, machin, etc. Puis après, enfin, donc définitivement,
la notion de l'être telle que tu l'as amenée est fondamentale et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ça être vibrato. C'est parce que l'être est au cœur de mon approche, de ma démarche, l'être vibrato, et parce que c'est une question de posture aussi. Il faut être vibrato aujourd'hui. L'enjeu, c'est d'être vibrato, c'est-à-dire d'incarner la posture de vibration. Vibrer, faire vibrer les gens, s'atteler à ce qu'ils vibrent, qu'ils aient le feu sacré, que ce feu sacré rayonne, s'enrichisse, grandisse, que l'on développe un feu sacré en équipe, qu'on ait une résonance collective vibratoire, que la vision, la mission te fasse vibrer, que quand tu intègres quelqu'un dans une entreprise, tu l'inities à cette vibration, dès le départ. Donc, c'est une autre posture. Pour moi, c'est une autre posture qui n'est pas une posture de contrôler, de diriger, de dire non, c'est la posture d'allumer les gens. Il faut les allumer. Et ça, c'est un des premiers éléments que j'ai eu en opposition avec les départements des ressources humaines très souvent, parce que les critères mes critères de recrutement, c'est simple. La passion, la curiosité, d'accord, et l'étincelle. Et ce que j'appelais l'étincelle, c'est la vibration. C'est qu'à un moment donné, en entretien, tu discutes, etc. Je me fous de savoir si la personne a déjà fait ce que je vais lui demander. Je me fous de savoir s'il connaît le marché dans lequel il va rentrer. Parce que de toute façon, toi et moi, on sait, ce qu'on fait aujourd'hui ne fait pas appel à grand-chose de ce qu'on a appris. Je veux dire, moi, je fais de l'intelligence artificielle, je fais de la générative, je fais de l'automatisation, je fais des tas de trucs, je fais de l'innovation. Mais ça n'existait pas, je ne l'ai pas appris à l'école, ça n'existait pas. Je crois que je me suis amusé à regarder un peu, j'ai à peu près 80% de ce que je fais n'existait pas il y a 4 ans. Les outils n'existaient pas, les solutions n'existaient pas. D'accord? Je suis dans l'entreprise un spécialiste SharePoint. SharePoint, ça n'existait pas. D'accord? Ben, tu sais, j'ai appris, je me suis cultivé, j'ai appris, puis je fais monter les gens comme ça quand ils sont allumés. Et c'est ça, cette posture d'entrepreneur, d'entreprise. Parce que être vibrato, l'entreprise, c'est un être à part entière aussi. C'est un être, c'est un organisme vivant. Ce n'est plus une structure figée, hiérarchique. C'est un organisme vivant, l'entreprise. Donc là, ça permet d'éclairer. Tu n'avais pas répondu tout à l'heure à la question, mais ça donne une piste par rapport à ce que tu dis sur qu'est-ce qui fait qu'il y a des résistances? Pourquoi les gens vont pas si facilement dans cette direction? Et moi, ce que j'entends, c'est que pour emprunter le chemin de vibrato, là, il y a, il y a la problématique de l'intuition, c'est que l'intuition t'amène vers l'inconnu. L'avantage du cerveau, il te donne quelque chose de déjà connu. Donc, tu restes dans ta zone de confort. Une solution de C'est quelque sûr. chose dont tu connais déjà la solution, il va juste le chercher, il va te recombiner l'information d'une certaine manière. Ce que l'IA fait d'une certaine manière, hein, et qui te tient dans une forme de confort. Il recombine l'information existante, il te la présente sous un angle, un peu comme on fait avec la BI, par exemple. Toi, tu connais bien la BI. C'est les mêmes données, mais on va les présenter d'une manière ou d'une autre, et ça change complètement. Tu as l'impression que ça change absolument tout. Absolument rien changé. Là, c'est comme tu disais, c'est une voiture, elle a juste des vitres électriques, mais ça reste une voiture en fait. Donc, on joue toujours sur les illusions du mental. Mais rapidement, tu peux pas tromper ton feu intérieur très longtemps. Ça dure pas longtemps. C'est un peu comme un shoot de drogue. Au début, ça fait un effet de fou. Puis après, il faut renforcer la dose là pour masquer le fait qu'en fait, tu n'es pas en train d'aller vers ta vibration. Tu es en train d'entretenir des images parce que ça te rassure de rester à la surface des choses. Parce que plonger dans son intuition, c'est un voyage un peu, c'est pas trop. Le cerveau, faut qu'il ait une très grande souplesse, il s'adapte tout le temps, les informations changent. Tu vas vers l'inconnu. Donc, d'aller vers l'inconnu, il y a la peur qui va avec ça. Et je pense que la peur, c'est véritablement ce qui nous limite, en fait. Tu parlais de croyances limitantes, mais les croyances limitantes naissent. Pour moi, la source, c'est la peur. La peur de Ouais, soi-même, parce qu'on est trop grand, on est trop vaste, donc ça fait peur, en fait. Je me ramène à un petit truc, là. Un peu comme le bébé, quand il naît, tu sais, on les mettait dans comment on appelle ça, les enfants, dans un coffre, on les attachait, on les bandait, en à fait. l'ange, Parce à que l'ange, ouais. je pense que l'esprit d'un enfant est infini, en fait. Et après, on se limite pour essayer de contrôler, c'est trop grand, en fait. C'est trop vaste. Ouais. Alors attends, parce que là j'arrive quelque part, il faut que je fasse une course. Je vais Ouais, vas-y. revenir après.
Mais je serais très heureux de reparler parce que tu as. Attends, il y a une notion, il y a un point que tu as amené. Oui, pourquoi les gens n'y vont pas? On va reprendre là-dessus, si tu es d'accord? Parce que déjà, la première raison pour laquelle ils n'y vont pas, c'est qu'ils ne savent pas que ça existe. Ils savent pas qu'il existe autre chose. On va en reparler. Ah oui, ouais, ouais, c'est bon, Ouais. à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure.